Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Voici les titres. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Marguerite, s'est tenue aujourd'hui la 7e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité, le président de la République a reçu dans l'après-midi le secrétaire général de l'organisation africaine, la ZLECAf, qui tient une conférence à Djibouti. Et dans l'actualité internationale, Israël a bloqué tout accès de l'aide humanitaire à Gaza, et ce, depuis 50 jours. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, M. Ismaël Marguerite, s'est tenu aujourd'hui les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, M. Abdelkader Hussein Omar. Sous la présidence de son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 22 avril 2025, la 7e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Infrastructure et de l'équipement. Première question. Projet de décret portant changement de gouvernance des Port Labor Supplier PLS SASU. Le projet de décret a pour objectif de renforcer la gouvernance des PLS, sociétés chargées de fournir des agents de manutention dans le port et zones franches. Le projet modifie les statuts de PLS en tant qu'entité autonome bénéficiant de l'autonomie administrative et financière tout en restant une société par action, simplifiée unipersonnelle, anciennement rattachée à DMP et qui sera désormais directement sous la tutelle de l'autorité des ports et des zones franches. Le projet clarifie également les missions de Port Labor Supplier, PLS, qui devient désormais le pourvoyeur exclusif des dockers pour toutes les opérations de manutention dans l'ensemble des ports et infrastructures associées. Cette réforme vise à améliorer la gouvernance institutionnelle et permettra ainsi de renforcer l'autonomie, l'efficacité du dispositif de gestion des dockers. Question 2. Ministère du Commerce et du Tourisme. Projet d'arrêté portant création du comité technique de normalisation du secteur électricité, électronique, électrotechnique et énergie renouvelable, ADN/CT02. Le projet d'arrêté est pris en application de l'arrêté numéro 2024-139 PR MCT fixant les modalités de création et de fonctionnement des comités techniques chargés de la normalisation du secteur de l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, dénommé ADN-CT02. Ce comité technique est responsable de l'élaboration et de la proposition des normes techniques applicables à ces secteurs. Il veille également à l'harmonisation des normes nationales avec les normes régionales et internationales, tout en assurant leur mise à jour en fonction des évolutions technologiques. Le comité inclut des représentants du ministère du Commerce, de l'Énergie, de l'Habitat, de l'Enseignement supérieur, de l'ODEG, la douane, ainsi que des institutions publiques comme l'EDD, les organisations professionnelles du secteur et des associations de consommateurs. Le comité aura pour mission d'élaborer et d'adopter un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement. Il se réunit une fois par trimestre et c'est aussi souvent que nécessaire. Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gracieux. Question 3, ministère du Budget. Projet d'arrêté portant affectation de parcelles de terrain situées à Cité Nassib, dans les régions ainsi que leurs localités, à la Fondation IOG pour le logement. Le projet d'arrêté a pour objectif l'affectation à la Fondation IOG pour le logement de 28 parcelles de terrain viables, comprenant des terrains bâtis et non bâtis, ainsi que des équipements urbains. Ces parcelles d'une superficie totale de 524 895 m² sont situées à Balbala, dans la cité Nassib et dans les zones d'extension du lotissement Nagad. En outre, des parcelles situées dans les régions de l'intérieur et leurs localités d'une superficie totale de 92 016 m².
sont également affectés à la Fondation pour le logement. Ces terrains sont destinés à la construction des logements sociaux. À la fin de ces conseils, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un rapport de mission sur sa participation à la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue le 15 avril 2025 à Addis Abeba. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à la mise en œuvre d'une campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite. Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan national de riposte aux épidémies de poliovirus, avec pour objectif principal de protéger les enfants de moins de 5 ans, population la plus vulnérable face à cette maladie, et d'interrompre la chaîne de transmission du virus sur l'ensemble du territoire national, dans la capitale et les régions de l'intérieur. Il s'est accompagné d'un dispositif renforcé de sensibilisation comprenant à la fois des campagnes médiatiques et des actions de proximité destinées à informer les familles et à encourager leur pleine adhésion à l'opération de vaccination. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu sur la mission d'appui de l'UNESCO qui s'est déroulée du 10 au 17 avril 2025 à Djibouti, dans le cadre du processus de proposition d'inscription du site de gravure rupestre d'Abourma sur la liste des patrimoines mondial. L'UNESCO, en tant que partenaire stratégique, continuera d'accompagner la République de Djibouti jusqu'au dépôt officiel du dossier prévu en 2026, avec pour objectif une inscription en 2027. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a également fait un rapport sur le développement du secteur de l'édition des livres en République de Djibouti, secteur qui sera à l'honneur avec la 3e édition du Salon du Livre de Djibouti, actuellement en cours à la Bibliothèque et les Archives nationales, BAN. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce mardi en milieu d'après-midi au Palais de la République la visite de courtoisie du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, M. Wamkele Meni. Le secrétaire général en déplacement de travail à Djibouti, où il prend part 2 jours durant, du 21 au 22, à la conférence de haut niveau sur les opportunités de la ZLECAf à travers les zones économiques spéciales. L'audience avec le président Guelleh a servi de briefer sur les recommandations phares adoptées à l'issue de cette conférence que la ZLECAf vient de tenir à Djibouti. Il a mis amplement à profit ensuite la rencontre pour enregistrer des modalités générales de perception et d'approche ainsi que de gestion directement insufflées par le président djiboutien en vue de connecter définitivement la ZLECAf au rythme optimal d'exécution des objectifs définis par elle. Et peu après donc cette réception, M. Wamkele a donné un entretien à la presse. Ce dernier a indiqué qu'il a salué l'engagement sans cesse et continu de notre pays en faveur d'une mise en œuvre efficiente de la ZLECAf, la stabilité permanente de Djibouti, son emplacement géographique de premier plan et ses infrastructures modernes de développement sont de nature à lui concéder d'office un rôle moteur dans les voies et moyens permettant un accomplissement plein et entier de la ZLECAf, a dans la foulée conclu ses propos le secrétaire général de la ZLECAf. Et pour sa part, le ministre djiboutien du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Wassamad Dirié, qui a pris part donc à cette rencontre, a dans une réaction lui aussi faite aux médias à l'issue de l'événement, mis l'accent sur les dispositions éminemment supérieures de notre pays pour incarner un rôle de leadership dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Écoutons le ministre djiboutien. Le président de la République a reçu le secrétaire général des zones de libre-échange continentale africaine, son Excellence M. Wamkele, en audience dans son bureau. C'est dans le cadre de la conférence régionale qui avait pour objectif de mettre en relief ou mettre en lumière les enjeux et les opportunités de la ZLECAf, mais surtout également le rôle stratégique des zones économiques et spéciales dans la ZLECAf. Donc cette conférence, qui est un événement continental, a permis vraiment de mettre en relief les opportunités. Notre position géostratégique qui joue un rôle vraiment d'apologie commerciale
Et c'est la route la plus fréquentée, la route maritime la plus fréquentée. 40% du commerce mondial passe par ici. Nous avons la stabilité aussi, la paix. Nous sommes un pays également ouvert au commerce international. Des MOU qui a été signé, des tripartite entre le secrétaire général de SELECAF, le président de la Chambre de commerce et le ministère de qui est représenté par moi-même. C'est un OMI qui permet d'appuyer le secteur privé, parce que le secteur privé est le moteur de tout développement de commerce, aussi bien dans la région qu'international. Donc, ils ont mis en place un mécanisme, une plateforme qui leur permettra de développer ensemble avec la SELECAF le commerce de Djibouti, plus largement le commerce intra-africain. Dans le cadre de ce forum donc, de la ZLECAf, des panels de discussion, deux panels de haut niveau donc, se sont tenus pour échanger sur les défis et opportunités liées aux infrastructures, sur les défis également du corridor commerciaux. Explication. Dans le cadre d'un forum stratégique consacré au développement régional, deux panels de haut niveau se sont tenus pour échanger sur les défis et les opportunités liées aux infrastructures, corridors commerciaux et à la promotion des investissements en Afrique avec un accent particulier sur la Corne de l'Afrique. Le premier panel, intitulé Infrastructures et corridors commerciaux à travers l'Afrique, a permis de mettre en lumière les projets structurants tels que le Trans-Africa Land Bridge, moteur essentiel de l'intégration régionale. Le second panel, intitulé Opportunités d'investissement et institutions financières, a mis en avant les atouts économiques de Djibouti et les mécanismes de financement disponibles pour soutenir les projets d'envergure. Cette session a été introduite par une vidéo de présentation de Touch Road mettant en lumière le potentiel des zones économiques spéciales du pays et les perspectives de partenariat public-privé. Ces échanges ont confirmé le rôle central de Djibouti comme hub logistique et plateforme d'investissement tout en soulignant la nécessité d'une coopération régionale renforcée pour bâtir une Afrique plus intégrée, résiliente et prospère. Les élèves du collège d'Ambouli à l'Assemblée nationale, ces élèves donc, qui ont effectué aujourd'hui une visite pédagogique au sein de la représentation nationale composée d'une cinquantaine d'élèves issus des classes de 6e et de la 9e année. La délégation conduite par Ahmed Jama, principal du collège, accompagné des encadrants issus du corps professoral ainsi que des parents d'élèves. Une visite qui a débuté avec l'exécution de l'hymne national qui a permis de souligner la portée symbolique de ces paroles, leur dimension poétique et leur résonance patriotique. Les élèves ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, qui leur a souhaité la bienvenue et a exprimé sa satisfaction de voir la jeunesse s'intéresser aux institutions républicaines. Le président de l'Assemblée nationale leur a expliqué l'importance de l'Assemblée nationale dans le fonctionnement du système démocratique et de son rôle fondamental en tant qu'institution législative, lieu de délibération et organe de représentation du peuple. Aux côtés du président de l'Assemblée, le deuxième vice-président, l'honorable député Omar Ahmed Ouaïs, le secrétaire du bureau, l'honorable Salah Tahir, ainsi que le secrétaire général de l'Assemblée nationale, Ismaël Goulal Boudine, ont échangé avec les élèves également qui ont posé de nombreuses questions sur le processus législatif, la durée
des mandats parlementaires ou encore la représentation des citoyens à l'échelle nationale. Ces activités s'inscrivent dans le cadre des programmes d'ouverture citoyenne de l'Assemblée nationale, lequel prévoit l'accueil régulier d'élèves et chefs d'établissements scolaires pour leur offrir une immersion pédagogique. Et écoutons les propos peu après du principal du collège d'Ambouli. L'administration du collège d'Ambouli, appuyée par les enseignants, ont organisé une journée de visite guidée ici à l'Assemblée nationale au profit de nos élèves. Le ministre de l'Éducation nationale, son Excellence, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, nous, chefs d'établissement, de faire un projet d'établissement. Un projet qui permet de favoriser la qualité des enseignements et des apprentissages de nos élèves. Donc, ceci dit que nous avons mis en place ce projet-là. Nous avons déplacé aujourd'hui le collège d'Ambouli. Au total, 46 élèves. Les meilleurs élèves de chaque classe, plus les 5 meilleurs élèves du BEF blanc. Donc, ils ont profité, discuté, échangé des questions, et des questions très pertinentes. Et ça restera gravé dans leur mémoire. Donc, je profite de cette occasion, au nom de la communauté éducative du CEM d'Ambouli et en mon nom personnel, de remercier l'accueil chaleureux qui nous a été réservé par le président de l'Assemblée nationale, son Excellence, M. Delita Mohamed Delita, ainsi que le deuxième vice-président, M. Omar Ahmed Waïs, mais aussi tout le personnel de l'Assemblée nationale. Direction Washington, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Elias Moussa Dawale, a eu une réunion avec le vice-président de la région MENA de la Banque mondiale, M. Ousmane Dion. Explication. Une réunion entre la délégation djiboutienne dirigée par Elias Moussa Dawale, ministre de l'économie et des finances, et M. Ousmane Dion, vice-président de la région MENA de la Banque mondiale. Cette rencontre a été l'occasion de discuter des enjeux cruciaux liés au développement économique de Djibouti. Au cours des discussions, M. Dawale a exprimé sa profonde gratitude à la Banque mondiale pour le soutien continu apporté à Djibouti. Les échanges ont permis de mettre en avant les défis et les opportunités auxquels le pays est confronté, notamment la nécessité de diversifier l'économie pour réduire la dépendance au secteur traditionnel, ainsi que d'aborder le chômage des jeunes, un problème persistant qui nécessite une attention urgente. Le ministre a également souligné l'importance d'améliorer la politique fiscale afin de garantir une meilleure gestion économique. Les réformes structurelles, en particulier dans le secteur de l'énergie et des télécommunications, ont été identifiées comme essentielles pour stimuler la croissance et attirer les investissements. Toujours à Washington, cette même délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'économie et des finances a eu une réunion de travail avec M. Akiyuko Nisho, vice-président de l'International Development Association. Une réunion entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Elias Moussa Dawale, et M. Akiniko Nisho, vice-président de l'International Development Association, s'est tenue récemment pour discuter des défis et des opportunités de développement auxquels Djibouti fait face dans le cadre du programme IDEA 21. Les discussions ont porté sur des sujets cruciaux tels que la position stratégique régionale de Djibouti, les enjeux liés à la migration et la viabilité de la dette du pays. La situation géographique unique de Djibouti en tant que carrefour en Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie a été mise en avant, soulignant son rôle essentiel dans l'intégration régionale et le développement des infrastructures. Les discussions ont mis en évidence la nécessité d'une coopération régionale et internationale renforcée pour soutenir les initiatives de développement. En bref et en image, au Salon du livre de Djibouti, la Bibliothèque des Archives nationales de Djibouti a abrité ce matin une journée spéciale dédiée à la Palestine, sa résistance à travers la culture, l'art, organisée par l'Agence nationale de la promotion de la culture. Journée qui n'est pas seulement un hommage, mais un acte de solidarité concrète où la culture devient le langage universel de la justice et de la paix.
Une initiative qui s'inscrit dans une volonté commune de promouvoir la culture palestinienne et renforcer les liens de solidarité, sensibiliser également le public djiboutien quant à l'histoire, aux traditions et à la résilience du peuple palestinien. On a des thèmes. Alors le thème, c'est la solidarité autour du livre et de la lecture. Je crois que les établissements qui sont là sont solidaires avec nous et avec le Salon du Livre. Puisque autant les écoles djiboutiennes que les écoles privées donnent l'importance à la lecture et au livre. Et donc je suis très content aujourd'hui que vous soyez ici, que vous partagez la matinée avec nous. Non, nous avons organisé, des conférences, des panels autour des thèmes comme la solidarité autour du livre, la littérature féminine. Nous avons également prévu d'organiser des panels, des débats autour de ça. La force de l'attente de l'Afrique de l'Est, l'EAECF, lance une session de recrutement pour les civils du ministère de la Défense à Djibouti. Dans le cadre de son engagement à renforcer les capacités civiles dans les missions régionales de paix et de sécurité, la force en attente de l'Afrique de l'Est a organisé aujourd'hui une session de recrutement et d'information à l'intention des civils du ministère de la Défense de notre pays. Réunion qui s'est tenue à l'hôtel Best Western Premier a vu la participation des hauts représentants gouvernementaux, notamment l'ambassadeur Guélé Idriss-Omar, directeur des affaires multilatérales au ministère des Affaires étrangères, ainsi que M. El Tida Ibrahim Farah, conseiller principal auprès du ministre de la Défense. Objectif, présenter les opportunités d'intégration des civils dans le dispositif de l'EASF. Au ministère de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, je suis très honoré de vous accueillir dans notre beau pays pour cet événement important. Je remercie l'ISF pour l'organisation de cette activité ici à Djibouti. Cela démontre l'importance croissante du rôle des civils dans les efforts de paix dans notre région. Aujourd'hui, les opérations de paix ne peuvent plus se faire sans les civils. Les experts en droit, en logistique, en gouvernance, en communication, en médiation jouent un rôle essentiel pour prévenir le conflit, soutenir les populations, construire les sociétés après les crises. Cet exercice a pour but de renforcer notre base de données professionnelles, civiles, qualifiées, disponibles et bien formées pour répondre rapidement aux besoins sur le terrain. L'ambassadeur Guélé Idriss-Omar, directeur des affaires multilatérales, a dans son discours d'ouverture déclaré qu'il est essentiel que les civils soient pleinement intégrés dans les mécanismes de gestion de crise et de maintien de la paix. Cette organisation offre un cadre structuré et professionnel à cet effet. Djibouti est prête à jouer, a-t-il martelé, un rôle actif dans cette dynamique régionale. Et en nouvelle du monde, cette fois, je vous le disais en titre, l'ONU a indiqué que l'État sioniste bloque l'accès à toute humanitaire à Gaza depuis 50 jours. Les détails avec Faldos Hussein. Elle a bloqué l'accès à toute aide humanitaire à Gaza depuis 50 jours. Les Nations Unies ont alerté sur une situation humanitaire catastrophique à Gaza, affirmant qu'Israël bloque l'accès à toute aide humanitaire depuis 50 jours. L'organisation a mis en garde contre des conséquences horribles pour la population civile. Lors d'un point de presse quotidien, le porte-parole de l'ONU a déclaré que le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA n'a pas pu acheminer de nourriture, de carburant, de médicaments ni autres biens essentiels à Gaza depuis près de 2 mois. Enfin, il a noté que des centaines de milliers de personnes ont été déplacées et les attaques visant des travailleurs humanitaires et le personnel médical seraient à nouveau en hausse. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.